Bonjour messieurs, comment ça va? Salut Hello, hello. Jérém, on m'entend bien? On t'entend très bien. Impeccable, super. Salut tout le Salut Michael, monde. salut Daniel, comment ça va les copains? Ça va bien. Ça va bien, je reviens à peine de congé, mais un congé très fiesta, donc je suis encore en train de lire mes messages, mes mails, donc là je suis un peu pied sous la table. Donc je te remercie d'avoir organisé tout ça avec les membres de l'équipe. J'ai hâte de voir ça. Eh bien moi aussi. Alors Michael, tu peux désactiver l'effet miroir si tu veux, parce que là en fait on voit Alira et Michael à l'inverse. Et Ah, donc si ça tu crée. veux, Ok, alors c'est Restream qui fait ça. ouais, Mieux voilà. là. Voilà, par C'est défaut il y a parfait. un effet miroir, mais tu peux le désactiver. Là c'est parfait. Tiens, pour ceux qui te connaissent pas, Michael, est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, pour réintroduire un petit peu Yes, bah avec plaisir. Bah déjà, bonjour, rebonjour tout le monde. Donc pour ma part, Mickaël, donc du côté d'Alira, moi ça va faire 4 ans. 3 ans, 4 ans que je suis. Alors j'étais membre du jury sur la vertical blockchain à l'époque et maintenant donc je suis co-auteur sur la vertical blockchain, donc consulting, hein, blockchain principalement, et je suis co-auteur et formateur référent sur la vertical IA, donc consulting et dev. Et sinon en dehors de ça, donc je suis responsable de la cellule intelligence artificielle au sein de ma boîte. Et j'ai cofondé avec un alumni d'Alira il y a de ça un peu plus d'un an, une agence sur Dijon, justement pour mettre en place et comment dire, faire en sorte que les PME, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, puissent opérer une transition la plus douce possible, mais la plus pragmatique possible aussi, vers l'intelligence artificielle. Ce qui, il y a du boulot. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'à Paris, ça peut sembler un peu plus facile ou dans les grandes villes, mais c'est vrai qu'on peut intuitivement se dire qu'en province, peut-être le travail est peut-être un peu plus compliqué. Mais d'ailleurs, Michael, tu viendras nous en parler dans l'émission bientôt. Ouais, exactement. On va On va programmer pas enfin spoiler une ça. émission. Ça va être cool. Et toi, Daniel, rapidement, il nous reste une petite minute pour ceux qui ne te connaissent pas, et je crois qu'il en reste au moins un ou deux, mais pas Oh plus, hein. bah, Daniel Villamontero, je suis à la direction pédagogique d'Alira depuis maintenant bientôt 5 ans. Et en l'occurrence, j'ai un doctorat en algorithmique des réseaux et j'étais directeur pédagogique dans d'autres écoles avant. Et mon grand dada, ma grande passion, ma vocation, c'est de rendre digestes et moins effrayantes les innovations technologiques qui perturbent nos sociétés. Euh, donc voilà, la blockchain et l'IA, comme c'est bien polémique, je trouve que je suis bien à ma place, donc ça va, c'est bon. Excellent, excellent. Alors, écoutez, les copains, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà deux pitchers qui sont déjà dans la salle d'attente. Donc, il n'y aura pas d'ordre, hein, Mmh. il n'y a pas d'ordre. Ça va être aléatoirement. On va faire rentrer le premier. Alors, les règles, elles seront pareilles pour tout le monde. Alors, nous, entre potes, on rigole, hein, on se prend pas au sérieux, mais on fait des choses sérieusement, tu vois. 5 minutes de pitch. Les amis, vous pouvez partager si vous voulez un pitch deck. Il suffit juste de partager votre écran et j'autoriserai le partage. Si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez également pitcher avec juste vos mots. Parfois, c'est même mieux quand on voit certains pitch decks. Et puis, à la fin, eh bien, Daniel, Michael et moi-même, eh bien, on vous posera une question ou deux, on verra. Et puis, à la fin, on vous donnera un peu notre avis. Et puis, concernant les votes, alors c'est très simple. À la fin des trois pitchs, en commentaire sur Twitter, eh bien, je vais mettre un sondage dans lequel vous aurez à peu près 15 minutes 10 minutes pour voter. Et en fait, pendant ces 10 minutes, c'est là où nous, en fait, on donnera un peu notre avis pour voilà, vous influer un petit peu si, si besoin. On a le droit, on fait ce qu'on veut, mais à la fin, de toute façon, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes souverain. Juste, pardon, messieurs, on coupe le micro quand on ne parle pas, parce qu'on entend les petits cliquetis du clavier. D'ailleurs, pendant les pitchs, on coupe tous les trois notre micro. Comme ça, la parole est à l'invité. Si ça vous convient, je vous propose qu'on commence. Et on va pour ça recevoir le premier pitcher, Éric Fournier. Pour précision, il est dans la salle d'attente depuis 15 minutes. Hein.
Donc, on voit là quelqu'un qui aime être à l'heure. Bonjour Eric. Salut Jérém, salut Daniel, salut Mickaël. Content de vous revoir. Ça va très bien, ouais, écoute, très bien. J'étais effectivement depuis un petit moment dans la salle d'attente pour être sûr d'être à l'heure et pour écouter aussi Pascal et son cours DeFi, donc c'est très intéressant. Nickel. Alors, Eric, est-ce que tu as des questions sur le format ou est-ce que tu es prêt? Non, c'est bon, le format est clair. 5 minutes pour me présenter, 10 minutes de questions-réponses. Voilà. Non, c'est très bien. Je vais partager mon écran parce que j'ai un petit fichier qui, j'espère, voit tout. Et ça marche. Alors, partage-le, comme ça, je vais l'autoriser. Hop, ouais. Comme ça, c'est bon. Comment je vais disposer le setup? Parce que j'aimerais bien qu'on te voit quand même. Ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, on n'a pas trop de choix. Bon, on va faire comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien, ça. On va faire comme ça. Et puis, et dès que... Et voilà, faisons comme ça. Écoute, le micro est à toi, Eric. On t'écoute. Super. Merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation et cette opportunité de présenter le projet Smart Deposit. Donc aujourd'hui, c'est moi qui le présente. Donc je me représente rapidement, Eric Fournier. J'ai fait la gestion de projet pendant à peu près 10 ans chez Air France. Mais derrière, on est une équipe. Il y a aussi Fabrice Muller, Pierre Champy et Tony Girardot pour la partie dev qui ont travaillé avec moi sur ce projet durant du coup la formation à l'IRA. Donc, le projet, c'est Smart Deposit. L'idée, c'est de réinventer un petit peu toute la gestion de la caution locative, notamment, du coup, pour commencer, dans l'immobilier. Donc, déjà, je vais commencer par présenter un petit peu la problématique qu'on a remarquée. Aujourd'hui, on a beaucoup de soucis autour des cautions, que ce soit, je pense que tout le monde autour de... Enfin, tous les auditeurs et les personnes autour du jury aujourd'hui ont déjà connu un petit peu cette situation, que ce soit en tant que locataire que propriétaire. Quand on est locataire, on a toujours peur de faire une soirée où on va salir le mur et puis pas retrouver notre caution à la fin juste pour une tâche sur un mur. Donc il y a toujours un peu un stress, un manque de confiance autour de cette gestion de la caution. Comment est-ce qu'elle va être restituée? Sous quelles conditions? Et quel délai aussi? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a remarqué quand même qu'il y avait une grosse confiance qui était brisée entre le locataire et le propriétaire. Il y a souvent des locataires aussi qui vont, par exemple, ne pas payer les derniers mois de loyer pour compenser la caution gardée. Donc là, c'est une vraie problématique. Il y a une autre problématique qui va être l'aspect prise de temps que va gérer l'aspect chronophage de la gestion de ces cautions. Donc là, on est plus sur une audience de type agence immobilière ou gestionnaire de biens qui aurait plusieurs biens. Il va passer pas mal de temps à faire les demandes de caution, à faire tout le suivi, les restitutions, etc. Et le troisième point qu'on a soulevé, on s'est dit c'est quand même dommage d'avoir tout ce capital-là qui soit sur des comptes complètement dormants et ne pas tirer, enfin n'en tirer aucun profit. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé avec une idée d'apporter une solution via la blockchain. Donc je vais vous présenter rapidement la solution. Donc ce qu'on propose, c'est quelque chose de très simple. Donc c'est que les personnes arrivent sur l'application, donc c'est une application orientée Web 2 pour tout particulier, parce qu'on va vraiment avoir une audience et une adoption la plus large possible. Donc l'idée, c'est vraiment qu'une personne arrive sur l'application, vienne déposer donc sa caution, donc le propriétaire au préalable aura fait une demande de caution pour son bien, et le locataire arrivera avec un lien sur l'application, et il aura juste à déposer en fait donc, le montant de sa caution sur un smart contract. Ce montant de caution fait sur smart contract, ça va être exposé, ou du moins exposé à des protocoles de lending de type AAV, Morpho, c'est deux que j'ai cités, mais il y en a plein d'autres, et qui va permettre du coup de générer un rendement sur cette caution qui a été déposée. Ce rendement, après, sera restitué aux deux parties, mais j'en parle un petit peu après. Une fois que donc, tout ça est sécurisé dans le coffre-fort, mis sur du rendement, la sortie possible, il y a deux solutions. C'est soit à la fin du bail, tout est bien, l'appartement est nickel, il n'y a pas de souci, le propriétaire rend 100% de la caution au locataire. Soit il y a des dégâts, mais bon, ils se mettent d'accord, ils rend une partie au locataire, le locataire est d'accord, tout se passe via l'application, tout est 100% automatisé. Ou alors, il y a un litige un peu plus complexe. Et dans ce cas-là, on fait appel à un partenaire qui s'appelle Cléros, qui est vraiment une DAO spécialisée, un tribunal, en fait, une cour, vraiment décentralisée, sous forme de DAO. Avec du coup aussi des temps de gestion qui sont très rapides, dont je parlerai aussi un petit peu plus tard. Il faut savoir qu'en fait, le cas du litige vraiment qui va au tribunal aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a 25% des locations qui finissent, des restitutions de caution qui se finissent en litige.
mais la plupart se finit à l'amiable sur ces 25%. Et il y a, je crois, un peu moins de 5% qui vont vraiment au tribunal aujourd'hui. Donc en fait, nous, dans nos cas de figure, dans plus de 75% des cas, la solution qu'on propose sera suffisante et il n'y aura pas besoin de passer par Cléros. Donc c'est une solution qui travaille pour tous les acteurs en fait qui tournent autour de la gestion de la caution. Donc comme je disais tout à l'heure, le propriétaire, mais aussi les agences. Donc pour les agences, ça va être un gain de temps, ça va être aussi un gain de procédure. Aujourd'hui, pour gérer les cautions, ils ont plein de petites procédures et d'administratifs à mettre en place qu'ils n'auront plus besoin de faire demain. Pour le locataire, gérer sa caution vraiment en un clic avec un rendement de 5%, environ 5% dessus. Le propriétaire, c'est le côté vraiment 100% automatisé. Le rendement aussi qui est intéressant pour lui. Et après, aussi arbitrage rapide grâce à Cléros en cas de litige. Au niveau du marché, on s'est dit, voilà, l'idée est bien, ça a l'air cool. La blockchain permet de répondre aux différentes problématiques. On s'est dit, on va regarder le marché un peu condressé. Donc, énorme, 8,3 milliards de cautions posées aujourd'hui en France annuelles. On a un SAM à 3,65 et on sait, on va dire ici de manière raisonnable, projeté sur 5% du marché obtenu. Et c'est tout pour nous, donc n'hésitez pas. Ici, vous avez donc le petit lien vers le Twitter, une adresse mail. Aujourd'hui, on est vraiment à l'étape d'idéation du projet. Donc n'hésitez pas à venir commenter, nous challenger. Ce sera avec plaisir d'échanger avec vous et de discuter un petit peu de la solution avec tous les autres. Alors, d'abord, tu as dépassé de quelques secondes, mais on s'en fiche. Tu étais à la fin du pitch, donc je ne t'ai pas coupé. Et en plus, tu es le premier à passer. Et en plus, tu as tenu le pitch deck était réalisé. Donc, vraiment, pour le coup, sur l'exercice, sur la forme, bravo. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui nous écoutent que ces projets qui vont nous être présentés aujourd'hui sont des projets qui n'ont que quelques semaines. Donc forcément, alors coupez le micro quand vous parlez pas parce que en plus merci. Donc je disais voilà, donc faites preuve si besoin d'une certaine indulgence parce que c'est pas des projets qui ont été éprouvés, qui ont rencontré le marché. Voilà, c'est juste des gars qui se sont rassemblés avec une idée et à qui on a proposé de venir le pitcher. Voilà, donc déjà bravo pour ça parce que pour le coup c'était, je trouve, assez quali. Je vais laisser la parole à mes co-jurés pour ce qui est des questions. Et moi, je poserai la mienne en dernier. Qui veut commencer, Daniel ou Michael? Allez, je prends parce que je suis posé en haut sur le truc, donc je pense du principe que ça marche bien. Tu m'as fait très peur, Eric, parce que du coup, quand j'ai entendu la sonnerie très agressive d'ailleurs, très sonnante de GRM, je me suis dit pourvu qu'il n'y ait que la slide de merci après, et c'était le cas. Ça m'a quand même pas mal rassuré. Je tiens à compléter un tout petit peu ce qu'a dit GRM. Effectivement, ce sont des projets qui sont extrêmement frais, et ce sont des projets qui sont en fait déployés en proto et tout ça, parce qu'ils ont un dev qui a mis en place le smart contract et tout. Donc on n'est pas en train de parler d'une soutenance PowerPoint, on pitch la chose, mais il y a un produit derrière qui fonctionne. La question que je voudrais te poser, c'est par rapport à Cléros. Donc déjà, je te remercie de mettre en avant le bébé de Clément Lesage, qui intervient aussi chez Alira. Est-ce que tu t'es mis en relation avec lui pour lui en parler? Alors non, on a Tony, qui est notre développeur, qui a commencé à regarder, rejoindre un peu la communauté Cléros, pour voir. En fait, aujourd'hui, quand on est vraiment sur l'idéation, on se dit que ça ne servait à rien de rentrer trop dans le détail de la solution qu'on pourrait mettre en place. Il faut déjà savoir si on va la mettre en place ou non. Donc déjà, voilà, on ne voulait pas trop se concentrer dessus, mais effectivement, la prochaine étape, si on avance avec Cléros, en tout cas, sera de prendre contact avec eux et voir un peu plus de détails sur leur façon de gérer les affaires, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et imaginer tout ça. Voilà. Clément Lesage intervient dans pas très longtemps chez Alira, je crois que c'est dans 2 semaines. Envoie-moi un petit message, qui serait parfait, c'est que genre tu le vois après ou avant le live, de manière à que vous puissiez déjà lui présenter ça, papoter avec lui. C'est quelqu'un qui adore travailler avec nous, c'est le CTO de Cléros, donc on peut difficilement trouver mieux comme interlocuteur. Et en l'occurrence, mère, bravo, moi j'aime bien la solution. 8 milliards, je ne m'attendais pas qu'il y en ait autant. Ouais. C'est vrai que... Est-ce que tu as d'autres questions, Daniel, vraiment sur le produit, sur le pitch, sur la stratégie Non, pour moi c'est bon. La question, c'était la relation avec Cléros. Je vais laisser des questions plus techniques à Michael. Merci. Merci pour ce pitch. C'est jamais un exercice qui est évident, même quand on est un petit peu habitué à la chose. Encore plus quand l'idéation, c'est encore dans des phases assez jeunes du projet.
Première petite remarque pour ma part. Il y a un moment où j'ai failli être perdu, où tu as parlé d'orientation très Web 2. Alors, justement, je ne sais pas Ouais. si c'est comment dire, une faute de langage ou si c'est vraiment ton propos. Tu parles de très orienté Web 2 et la slide où tu embrayes, il y a du AAV, il y a des smart contracts, il y a de la DAO, il y en a dans tous les sens, donc très orienté Web 3 pour le coup. Donc déjà pour savoir si c'était si c'était normal, si c'était voulu présenter comme ça ou si effectivement il y a un petit pépin là-dessus. Non, effectivement, c'est voulu. Alors, effectivement, dans les slides, la transition, c'était peut-être pas très naturel, mais l'idée, c'est vraiment que nous, on va adresser, on utilise le Web3 et la technologie blockchain et la DeFi en général, vraiment pour la techno. C'est un peu, je crois que c'est Daniel qui disait souvent ça, qu'un site web, on s'en fout qu'il soit fait en Node.js ou en Java, peu importe. L'important, c'est que le site web rende les fonctionnalités qu'on lui demande. On a pris un petit peu ce biais-là. Ce qu'on veut aussi, c'est une question aussi pour adoption. On va aller adresser des agences immobilières, des propriétaires, des locataires, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou même une connaissance totale du Web3 ou même pas du tout de connaissance du Web3. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire un taux d'attraction très haut pour que justement des gens lambda qui n'ont pas de wallet, qui connaissent rien en Web3, puissent venir utiliser l'application, que ce soit transparent pour eux. Qui puissent commencer à générer du rendement finalement sur ces cautions-là, sans même se casser la tête de je suis sur un protocole DeFi, un tel, etc. Ok, donc si je comprends bien, c'est le Web 2 dans l'esprit pour l'espèce de masse adoption, l'abstraction et le côté un peu agnostique de ce qu'il y a sous le capot. Mais sous le capot, c'est du pur Web 3. Ouais, okay. Tout à fait. C'est vraiment essayer de leverage, d'utiliser un effet de levier quoi, sur une industrie ou sur un marché Web 2 aujourd'hui purement grâce au Web 3. Quoi. Ok, bah merci. Et dernière petite chose pour ma part. Au final, le règlement de litige, s'il y a une très faible part effectivement qui vient au tribunal, Daniel a abordé l'aspect, on va dire un peu avec partenariat avec Kleros, sur des aspects réglementaires et juridiques. C'est toujours un petit peu complexe. Moi, je reviendrai juste sur la partie où tu précisais au tout départ qu'effectivement, quand on souhaite, on est soit locataire, soit propriétaire, la difficulté, c'est toujours quand on est un petit peu entre les lignes, de savoir est-ce que mon action va déclencher le fait de garder toute partie de la caution, et à l'inverse, quand je suis proprio, c'est est-ce que je vais te payer jusqu'au bout, et est-ce que je vais pas être enquiquiné, et juste, la caution sert aussi à ça, et je veux pouvoir m'en servir, on va dire, de manière libre, à partir du moment où je respecte le cadre réglementaire et engagé. Au final, votre solution, je la trouve super intéressante quand il s'agit, on va dire, d'automatiser un certain nombre de choses, et au final, que l'action soit plus... telle qu'elle est contractualisée au final, alors par le biais de smart contracts, mais qui eux-mêmes se reposent sur un cadre réglementaire quand même. Mais justement, quand on est sur cette zone de flou qui est un petit peu la zone qui embête un peu tout le monde, sans aller vers le tribunal, justement, comment votre solution, elle s'intègre vraiment pour fluidifier un maximum ça, et que moi, par exemple, en tant que locataire, je me dise pas, ok, mes fonds, ils sont bloqués, ma caution, elle est bloquée quelque part. En fait, qu'est-ce qui me garantit que moi, en étant vraiment dans mon plein droit, je vais pouvoir la récolter, sachant qu'entre guillemets, c'est un programme informatique qui garde mes sous. Tout à fait. Alors, l'avantage, aujourd'hui, déjà, quand tu donnes ta caution au propriétaire, tu n'as aucune garantie qu'il te la restitue. Du coup, l'automatisation, c'est pour ça qu'on ramène aussi dans cette solution-là, c'est de dire, en gros, pour pouvoir restituer la caution, donc ça va toujours être le propriétaire qui va proposer la restitution de la caution, effectivement, en disant, par exemple, OK, c'est bon, on a fait l'état des lieux. En fait, tout va se passer au moment de l'état des lieux de sortie. C'est-à-dire que tu vas être avec ton propriétaire, tu vas faire l'état des lieux, il va y avoir des problèmes ou non, et vous allez vous mettre d'accord. OK, je te rends la caution, ou non, je te la rends pas du tout. Ou un entre-deux. Et en fait, à partir de là, tout va se passer via l'application. C'est-à-dire que s'il rend à 100% de la caution, donc là, cas très simple, il déverrouille, c'est finalement les fonds qui sont dans le smart contract, qui sont restitués du coup au locataire. Le cas où, par exemple, je sais pas, il y a un trou dans le mur, il y a des frais de réparation à faire, mais ça ne prend pas toute la caution, dans ce cas, le propriétaire va en fait demander un devis, par exemple, à un artisan, joindre ce devis dans l'application et en mettant une proposition de libération de caution. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, j'ai 1 000 € de caution, il a fait un devis qui coûte $350, il fait les 1 000 € moins les 350 €, pardon, et il les envoie en proposition en disant, voilà, il y a la preuve donc, du devis de l'artisan et à côté, voilà ce que moi je vous restitutionne. Du coup.
en tant que caution. Toi, en tant que locataire, tu pourras accepter ou non cette décision du propriétaire. Et en fait, il y a tout un jeu en fait, de questions-réponses entre propriétaire et locataire pour qu'ils se mettent d'accord à l'amiable. Et si on ne trouve pas de solution, à ce moment-là, on va voir Cléros en disant ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas d'amiable possible, donc faisons appel à une cour, que ce soit subjectif. Ok, donc si je comprends bien, effectivement, en tout cas pour l'instant, hein, après, il peut se passer plein de choses. Est-ce que c'est ce que je vous souhaite? Votre produit n'est pas tant là pour régler le cas humain, on va dire, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ça, fondamentalement, vous pouvez pas, comment dire, résoudre les conflits humains. Par contre, ce que vous offrez, c'est un outil, une plateforme qui essaye de fluidifier et de réduire ce temps au maximum par ce biais-là, c'est ça? C'est ça, simplifier, réduire les échanges et derrière proposer une solution une solution de tranchage, je sais pas comment dire ça. Donc voilà, Cléros vient là pour venir trancher en gros si c'est plutôt le propriétaire ou le locataire. Et l'avantage aussi, hein, c'est que Cléros, il parle pour corriger, pour fixer un litige, il parle de jours à semaines de correction de litige. Aujourd'hui, quand ça part au tribunal, c'est des années. Donc c'est aussi un gros avantage aujourd'hui qu'on peut amener pour les. Alors là, c'est plus pour le propriétaire, enfin non, c'est pour le propriétaire et le locataire. Quoi. Ok. Très clair. Merci beaucoup en tout cas. Merci messieurs. Il y a une discussion dans les commentaires sur justement la partie DeFi. Alors effectivement, moi j'ai trouvé ça intéressant, surtout ce point-là en vérité. Le fait que le dépôt de garantie, c'est l'argent du locataire, puisqu'il est déposé en garantie. Donc, tant qu'il n'est pas rétrocédé au propriétaire à la fin, si ça se justifie par une détérioration de l'appartement, etc., il appartient au locataire. Mais pendant ce temps-là, il dort cet argent. Et donc ça, effectivement, il dort. Il dort pour le locataire. Parce qu'en vérité, le propriétaire, lui, cet argent, il peut en faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de le mettre sur un compte séquestre et il peut décider d'épargner avec, il peut décider de faire ce qu'il veut. Donc, effectivement, ce n'est pas très juste. Et j'aime bien ce côté où, en fait, le locataire se réapproprie sa caution d'une certaine manière, ou en tout cas, on tire, j'allais dire, l'usufruit plus que la due propriété, si on devait parler d'indivision dans l'immobilier. Donc ça, j'aime bien cette philosophie, et en ça, je trouve que c'est une excellente idée. Après, sur le traitement du litige, je connais un petit peu Cléros. Effectivement, le fait de le rendre on-chain et de créer un consensus dessus, il faut voir dans l'applicabilité quand même de la chose, mais là aussi, de rajouter cette brique-là, elle fait sens et elle montre que vous êtes conscient de l'écosystème dans lequel on évolue. Et ça, bravo pour ça. D'intégrer dans un projet d'étude un acteur existant. Ça, c'est pas fréquent. Donc, pour le coup, bravo pour ça. J'ai quand même deux petites questions. D'abord, tu disais, et là, je vais rebondir sur ce que disait Michael, que c'est un projet qui est orienté Web 2, et tout de suite après, tu dis le locataire doit déposer des cryptos sur un protocole DeFi. Donc, est-ce qu'on peut envisager, en vérité, plutôt que la personne, elle dépose des euros et qu'ensuite, de façon abstraite, il y ait un PSAN qui vienne immédiatement faire une conversion en crypto, que ce soit déposé automatiquement. Enfin, est-ce qu'on peut abstraire vraiment cette partie? Je pense que c'est essentiel si tu veux vraiment te tourner vers le Web 2. Qu'en penses-tu? Oui, tout à fait. C'est vraiment le plan qu'on a. Hein, c'est vraiment d'avoir un système d'on-ramping qui soit complètement transparent, avec de la conversion fiat, n'importe quel fiat vers du stable, qui soit vraiment transparent pour l'utilisateur et qu'effectivement l'utilisateur rentre avec des euros, ressorte avec des euros et qu'il n'ait jamais à gérer de la crypto de son côté. Okay, alors, c'était pas très clair dans ces slides-là, mais effectivement, c'est bien. Ça te permet d'avoir un axe d'amélioration pour la prochaine fois. Mais en tout cas, si au moins sur la stratégie, on est aligné, c'est bien. Après, le reste, on s'en fiche, c'est une slide et c'est du pitch. Il y a une question dans les commentaires, c'est que Cléros n'est pas souverain légalement. Cléros propose un règlement du litige qui peut sembler consensuel, mais ça n'exclut pas derrière, évidemment, un litige qui va se régler au tribunal. Voilà, en aucun cas, Cléros ne peut se substituer à une décision de justice. Simplement, en fonction d'hypothèses et de critères qui ont été établis au départ, si à la fin, ces critères sont remplis, le litige va dans un sens ou dans un autre. Mais voilà, derrière, évidemment, ça ne peut pas remplacer le tribunal. Tu me confirmes, Eric, hein? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de simplifier, d'essayer de faciliter cette résolution de conflit avant d'arriver au tribunal, avant de perdre des années en fait, dans des poursuites, etc. En sachant que l'EROS, effectivement, ce n'est pas une décision de tribunal. Par contre, ça peut donner une bonne idée sur la décision qu'on aura in fine au tribunal.
Donc ça permet aussi de prendre, d'engager des poursuites que dans les cas où finalement ça peut être intéressant et pas forcément les autres. Mais après, effectivement, revient aux propriétaires ou aux locataires d'aller voir un tribunal plutôt que Cléros s'ils en ont envie, etc. Après, nous, on propose des solutions, ils ne sont pas obligés de les accepter. Non, mais c'est bien. Puis surtout, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'au départ, s'ils décident de passer par Smart Deposit, c'est qu'ils en acceptent les règles du jeu, en tout cas, a priori. Mais rien ne les empêche, in fine, de dire non, bah, finalement, je veux passer par le process traditionnel. Il n'y a rien qui les en empêche. C'est important aussi de le préciser. C'est un outil. Ma deuxième question, c'est plus une remarque. Et ça, c'est plus mon travail en tant qu'expert vraiment marketing, branding. C'est peut-être le nom Smart Deposit. Si tu t'adresses à du Web 2, je pense que tu aurais… Mais c'est très intuitif ce que je te dis et je peux me tromper, mais tu aurais plus de chance avec un nom bien français, je pense, que plutôt un terme un peu start-up, etc. Voilà. Mais encore une fois, c'est très intuitif. Je me dis, il y a peut-être un coup à jouer sur une solution française, surtout si tu veux bosser avec des agences immobilières, etc. Ça peut peut-être leur faire peur. Déjà, tu rajoutes de la blockchain et de la crypto. Si en plus, tu arrives avec un nom un peu anglais, un peu truc, ça peut peut-être en rendre réfractaire quand on connaît la moyenne d'âge des acteurs du secteur. Mais encore une fois, voilà, à challenger. Non, clairement. Après, c'est des discussions qu'on a encore. On a vu que Smart Deposit, c'était déjà un nom qui existait. Donc, on réfléchit un petit peu à d'autres possibilités de noms. Et après, pareil, ça va dépendre effectivement de notre stratégie. Est-ce qu'on part vraiment sur le modèle français? Est-ce qu'on part vraiment sur l'immobilier? Il y a plein de verticales différentes dans la gestion de caution. Il y a plein de possibilités. Donc, c'est un peu notre réflexion actuellement. C'est si on lance le projet, comment est-ce qu'on le lance? Et voilà. Donc, en tout cas, je trouve que la proposition de valeur fait complètement sens. Et tu sais comment j'arrive à cette conclusion? Je me dis que c'est sûr que ça existe. Et ça alors, existe ou pas? On a fait une étude de concurrence. Il y a des solutions, des applications qui permettent de gérer les cautions de manière, en fait, automatisée. Le côté automatisé existe. Il n'y a pas de rendement, par contre, aujourd'hui, qui est proposé. Il n'y a pas de technologie blockchain. En général, dans 100% des cas, il n'y en a aucun qui utilise la blockchain. Par contre, effectivement, il y a le côté automatisation que tu peux faire avec du Web 2. Et par contre, il n'y a pas de proposition de rendement. En blockchain, ça n'existe pas? Non, il n'y a pas de solution. Et bien, tu vois, ce qui me fait dire que c'est une bonne idée, c'est que normalement, ça devrait déjà exister depuis très longtemps et je suis très surpris que ça n'existe pas. Donc, pour le coup, j'aime beaucoup. Voilà, je suis pas de nature flagorneuse, mais là, j'aime bien. Voilà, je te donne mon avis, ça n'engage que moi. Merci beaucoup. Eric, tu restes avec nous jusqu'à la fin, évidemment, de l'émission. On va faire passer le deuxième pitcher. Donc, je te renvoie dans la salle d'attente, le prends pas mal. Mais tu restes avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, évidemment, je précise à celles et ceux qui nous écoutent que vous pourrez, à la fin des pitchs, pour qu'il y ait un temps de vote équivalent pour chaque projet, évidemment, aller voter pour votre pitch préféré. Donc, dans les commentaires du Twitter Space, donc de l'émission sur Twitter, je vais mettre un petit sondage avec les 3 projets et vous pourrez voter pour votre préféré. Vous aurez 10 minutes pour le faire et le pitch préféré, celui qui aura gagné, remportera 1 mois d'accompagnement avec Michael pour la partie blockchain, peut-être même IA, moi pour la partie marketing, Web3, personal branding, identité visuelle, etc. Et puis Daniel, comment tu pourras les aider, toi, en termes de stratégie? Ton carnet d'adresse, ton expertise d'OG d'Internet Bah, tu as le carnet d'adresse, tu as aussi, blague à part, il y a la partie algorithmique et sécurité. C'est-à-dire que je peux être un joueur de poker très perfide, donc pour le coup, je vois très rapidement les petites arnaques, les petits effets de bord. Sans oui, c'est clair, carnet d'adresse, discussion, et puis des discussions de bon sens aussi. Ce que tu as dit tout à l'heure m'a beaucoup plu sur le fait que c'est l'argent du locataire qui est mis en caution, mais c'est le proprio qui en profite et qui investit, qui en fait ce qu'il veut. Donc, tu vois, il y a une forme d'injustice, en fait. Tu donnes ton pognon à d'autres. Enfin bon, tu donnes ton pognon à d'autres, c'est quand même un cercle assez méchant de notre société. Mais c'est bien de remettre un peu d'équilibre là-dessus. Mais c'est vrai que le storytelling derrière, réappropriez-vous votre caution. C'est merveilleux. Honnêtement, il y a un vrai truc. Donc, je crois que j'ai rarement, à part peut-être le truc sur, tu sais, celui, tu te rappelles, dans un précédent numéro, le mec qui voulait blockchainiser le transport maritime. Oui, c'était Hugo Dice. Hugo Dice avec. Là, déjà, ça m'avait dit, mais pourquoi ça n'existe pas déjà? Et là, j'ai à peu près le même sentiment, mais bon.
on va pas trop influencer les gens. Enfin, quoique c'est trop tard maintenant. Mais on va se mettre tout et surtout, pas de pression. Hein. On est là pour s'amuser avant tout. Oui. Et c'est au tour de Alexandre Kermarek. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour à tous, très bien et vous? Parfait. Tu as un setup de podcasteur avec ce petit casque-là. Exactement. Parfait. Alors, bienvenue. Est-ce que tu as des questions sur le format, les règles, ou est-ce que c'est clair pour toi? Non, c'est tout à fait clair et merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que tu vas partager un document ou pas? Absolument. Alors, je t'en prie, je vais l'autoriser et après, je coupe mon micro pour te laisser la parole pendant 5 minutes. Est-ce que vous voyez ma présentation? Je vois et j'aime déjà bien la DA. Allez, le micro est à toi. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Kermarek et je fais partie d'une équipe de 3 personnes qui développe Norug.fun, qui est un launchpad sélectif sur la blockchain Solana. Alors sur Solana en particulier, les protocoles phares de ces derniers mois, ce sont les launchpads, avec le plus connu Pump.fun, mais aussi Let's Bonk, qui s'est lancé récemment et qui est intéressant parce qu'il propose moins d'extraction de l'écosystème, des protocoles phares, et pourtant il y a quand même des limites qui sont très souvent soulignées, avec notamment des dizaines de milliers de tokens qui sont lancés chaque jour, dont des milliers de rugs, des décisions qui sont prises en quelques secondes, ce qui met les utilisateurs dans une position toujours vulnérable. Et puis, ce sont des apps qui sont créées pour les dégènes et ça exclut beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça qu'avec Norug.fun, on veut proposer une alternative pour ceux qui veulent être early, mais qui ne sont pas 100% dégènes et qui veulent quand même participer à la fête. Alors, pour cela, on a créé un système en 2 phases. Donc, durant la phase 1 sur le protocole, il n'y aura aucun token qui va être minté. Pour le créateur, c'est un champ de bataille. Il va proposer la création d'un token, essayer de lever le plus de sols possible. Si sa proposition arrive dans le top 10 au niveau des sols levés, alors très bien, son token est minté. Il reçoit une partie de la supply avec un lock-up imposé. Et sinon, son token disparaît tout simplement. Vous pouvez aussi être le supporter d'un projet. Donc, dans ce cas, vous pouvez investir du sol et vous avez toutes les informations qui sont transparentes, c'est-à-dire la supply pour le créateur et la lock-up période. Si la proposition entre dans le top 10, on reçoit une partie de la supply et sinon, on est remboursé. Donc, il y a donc un risque limité ici pour le supporter. L'idée, c'est clairement de ne pas minter des tokens qui n'auront jamais de traction. Au niveau de la phase 2, c'est plus classique. On va minter le token, distribuer les tokens aux créateurs et aux supporters, et on va créer les pools de liquidité. Je vais faire une petite démo de l'application qui est aujourd'hui en DevNet, et j'espère que vous allez la voir. Donc, on arrive ici sur la home page. Je précise qu'il y a un système d'époque, donc c'est toutes les 24 heures que les 10 premiers projets seront mintés. Sur cette page, un utilisateur va pouvoir voir les projets qui ont été proposés et supporter un projet. Donc, il aura en outre les différentes informations classiques sur un token, mais aussi la tokenomics avec la creator allocation et pour les supporters, les détails de la création et surtout la distribution avec les différents supporters, mais aussi le créateur qui est ici indiqué et qui a son allocation de créateur. Nous aurons également un menu Manage Epoch qui va disparaître car elles sont désormais 100% automatisées. Un menu Create Proposal qui est assez classique. Un menu Profil avec les tokens créés, les tokens supportés. La page How It Works va définir le système en 2 phases. Et puis enfin, on a une partie support. On a créé donc le X avec 200 followers pour le moment, un Discord et un Telegram. Au niveau du business model, donc nous allons prendre des fees, là aussi c'est assez classique, au moment de du support des propositions, au moment de la création de la pool, et le principal de nos revenus, ce sera via les pools Meteora que nous allons conserver pendant 30 jours avant de brûler les LP. Donc là, c'est un petit peu original. Et puis, je précise qu'un pourcentage des revenus
sera réinvesti dans l'écosystème et qu'on aura une page dédiée à ces réinvestissements. Au niveau de l'équipe, donc on est 3 personnes, on s'est tous rencontrés via Alira lors de la formation Solana. On a Pierre-Yves qui a un profil dev back-end, Alex qui est notre dev front-end et moi je suis dev blockchain et j'ai un background en banque, donc en finance traditionnelle. Concernant la roadmap, nous finalisons actuellement la phase 1. Au prochain trimestre, on veut finaliser la phase 2, donc c'est-à-dire l'application complète, avec lancement sur le mainnet. Et puis ensuite, on va intégrer un score social avec l'ajout du réseau social X notamment, s'occuper des investissements de la trésorerie, et puis on va devoir chercher nos premiers partenariats. Et je vous remercie. C'est très bien. Je vais être tout à fait honnête, j'ai oublié de mettre le minuteur, donc je sais pas. 5 minutes. On est dans les temps, là. Mais on est pas mal, hein. On est bien, on est bien. Pas mal. Bravo. J'ai pas vu le temps passer. Pas moi non plus. Bravo pour le degré de maturité, la complexité, mais dans le bon sens du terme, de ce projet qui répond à un problème réel qui est évidemment les dérives de la spéculation on-chain. Le micro, s'il vous plaît, quand vous tapez au clavier. Désolé. Et donc, je vais laisser mes co-jurés poser leurs questions. Qui veut commencer? Mickaël, cette fois-ci? Allez, je prends la main ce coup-ci. Eh ben, je vais le redire. Merci beaucoup. Effectivement, alors ça préjuge pas d'un résultat, hein. En tout cas, effectivement, la démarche, elle a l'air assez bien avancée. On nous présente des choses avec des images qui bougent, des clics qui fonctionnent. Donc forcément, ça permet de se projeter aussi un petit peu. Moi, j'aurais une question vraiment, si on se projette dans le fait que le produit se lance et est utilisé, est-ce que vous avez déjà réfléchi, parce qu'il faut y réfléchir le plus tôt possible, à des mécanismes de protection, justement sur le fait que moi, par exemple, si j'ai un gros portefeuille, je voudrais vouloir que mon projet ait lieu, est court, et justement, vu qu'on est sur la blockchain, ma foi, je peux créer autant d'adresses que je veux, répartir mes fonds dessus et influencer assez drastiquement les règles du jeu au final. Pareil sur le scoring social, vu que tu en as parlé, si on prend X par exemple, comment justement vous pouvez garantir ou non, peut-être dans votre choix, justement qu'il y ait le minimum d'influence néfaste là-dessus. Donc pour ce qui est des différents wallets, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose pour contrer ce genre de dérive. Les deux axes, c'est que déjà tout est transparent, donc ça veut dire que tous les wallets sont affichés. Ce qu'on pourrait creuser, ce serait un système du genre bubble map qui se passe lorsque les tokens sont déjà mintés. Il faudrait voir s'il est possible de réussir à linker en fait ces différents wallets ensemble. Après, s'ils n'ont rien à voir ensemble et qu'il n'y a jamais eu de transaction, en effet, là-dessus, on ne pourra pas grand-chose. Okay. Sur les réseaux sociaux, l'idée, ça va surtout être de rassurer les investisseurs dans le cas d'un créateur qui est connu ou qui a déjà lancé des tokens, mais ça se fait déjà sur Pump.fm. Okay. Je viens toujours en fait avec mon biais, ma casquette aussi côté intelligence artificielle. Effectivement, on pourrait imaginer, alors ça se fait pas en 5 minutes, en 30 secondes en discutant, mais on peut toujours imaginer, par exemple, des mécanismes avec une scrutation d'opérations, avec justement un espèce de scoring aussi de risque là-dessus, avec justement une topologie de création, de propositions qui ferait dire qu'il y a un risque quand même assez élevé qu'il y ait trucage. D'accord. Ok, mais non, mais c'est très clair. Je vais laisser le reste à Daniel pour le coup. Ouais, merci beaucoup pour le projet, d'autant plus que ce que j'ai appris, tu as dû préparer ça assez vite, donc merci beaucoup. Franchement, tu as été très pro et tu as été chronométré, et nous avons d'autres jurys indépendants qui ont dit que tu étais dans les temps. Voilà, je tiens à te le dire. Bon, point qui est important, on retombe sur une espèce de logique de eBay d'e-réputation que moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait, pour le coup, tu as un nouveau créateur, il veut lancer son token,
il n'y a pas d'historique, il vient d'arriver, c'est un peu comme tu viens de vendre un truc sur eBay, tu n'as jamais rien vendu, les gens vont pas les faire confiance. Donc déjà, il y a quelque chose qui fait que tu vas avoir des gens qui vont lancer plusieurs projets, comme ça ils vont avoir de l'historique et ça va donner confiance. Donc on retombe sur une logique de réputation numérique qui est très 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 belle. Et ta solution en fait permettre à des gens qui ont déjà lancé des projets qui marchaient bien d'avoir une certaine répute. Moi je m'inquiète un peu sur deux choses. La première c'est le rythme. 24 heures, enfin, tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, 24 heures, tu peux le créer et paf, ça peut être alimenté et ça peut être fini. Je trouve ça un tout petit peu court. Peut-être que c'est pas suffisant. Alors peut-être après, si le site a énormément d'affluence, ça pourra suffire pour que les gens viennent investir. Mais le temps de lire, de regarder, machin et tout ça, c'est peut-être un peu court. Peut-être qu'il faudra le mettre sur 48 heures. Juste pour laisser un peu plus le temps aux gens de réfléchir quand ils investissent leur sol. Et il y a un autre point qui m'inquiète un peu, c'est que en fait, cette plateforme peut créer, là on est vraiment en théorie des jeux, peut créer un sentiment qui se disent s'il y a beaucoup de sol, c'est qu'il y a des gens qui ont regardé le projet et que c'est un projet cachère et donc du coup je peux mettre mes sols sans problème. Parce qu'en fait toi ce que tu garantis c'est que le token va être minté, va être réparti correctement. Tu garantis pas derrière que le token c'est pas du bullshit quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc sûr. d'une certaine façon, j'ai un petit peu peur qu'à un moment donné on ait des comportements de fausse meute, et c'est pour ça que le truc de Michael est judicieux, c'est que tu es un gars qui crée son truc avec des poteaux qui mettent du sol en disant ouais c'est super projet, tu arrives dans la plateforme, tu réfléchis pas parce que tu as le sentiment que tu protèges du shitcoin, alors qu'en fait tu protèges pas du shitcoin, tu protèges juste le fait qu'il va pas être poulé, et globalement les gens investissent parce qu'ils disent voilà ce truc là va être limité donc c'est cachère. Et à la fin, bon, tu sais comment ça finit. Donc en fait, la question que je me pose, c'est quels sont les, voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé? Comment tu protèges contre ces effets de meute en disant c'est bizarre quand même, c'est toujours les mêmes qui misent sur les tokens de leurs copains pour que ça soit validé et qu'on ait l'impression que c'est cachère alors que ça ne l'est pas. Comment on peut faire ça? Pour moi, déjà, ça va être le principal inconvénient des launchpads classiques. Et du coup, via cette période de 24 heures, on protège déjà l'utilisateur parce que déjà, il a 24 heures pour miser, donc c'est pas 30 secondes. Il est sur un pied d'égalité pendant 24 heures. Ça veut dire que ceux qui arrivent plus tôt, ils vont pas avoir un meilleur prix et pouvoir dump ensuite sur les utilisateurs qui viennent trop tard. Et donc, pour cela, via le pied d'égalité et cette période, quand même, ce buffer de 24 heures, en effet, c'est pas idéal, mais c'est déjà une solution pour éviter le FOMO et puis les avantages liés à des informations plutôt que les autres. Donc, Mais enfin voilà, ça peut être une fonctionnalité du alerte, du genre attention, c'est le gars qui vient de mettre des sols là, c'est les mêmes wallets qu'un truc qui a été mis sur un sol qui a mauvaise réputation. Ce qui serait intéressant, c'est gérer la réputation en amont. Est-ce que ce mec-là est cachère? Et après, la réputation de ceux qui investissent. Ça veut dire de se dire, le gars qui vient de mettre 20 sols sur ce projet, bah en fait, il avait déjà mis des 20 sols sur d'autres projets où le token ne valait rien. Enfin, je veux dire, une espèce de, oui, c'est intéressant. ouais, une espèce de est-ce que ce sont des vrais gens qui votent? Une note de réputation, quelque chose. Ouais, mais pas pour le projet, pour ceux qui votent. Ouais, je parle de ça, pour ceux qui votent, d'accord. Un système en fait, on pourrait personnaliser sa page privée liée à son wallet, gagner des badges de réputation, des notes en fonction des précédents investissements qu'on a fait. Et ça, tu peux rajouter de la gamification, ce qui va créer des comportements répétitifs, de la rétention et un côté réseau social qu'on attend aussi d'une plateforme comme celle-ci. Ah, c'est intéressant, ouais, en effet. Et puis avec les mécanismes qui deviennent assez classiques aussi de proof of humanity et toutes ces choses-là, quoi. Non, ça on s'en fout que ce soit des humains ou pas. C'est pas grave. Ah, le full botting, à l'ère des agents IA, hein. à l'ère des agents IA, il n'est pas impossible que demain un agent IA ait légitimement une meilleure réputation qu'un humain. Donc c'est vrai que pour le coup, je suis un peu cynique, hein, évidemment, mais ce que dit Daniel est pas complètement con. Hein. Demain, on s'en foutra de savoir si c'est un vrai humain, tant que les actions et son activité on-chain est perçue comme légitime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas... sauf si on intègre la légitimité au fait que ce soit un humain. Après, c'est des questions. Ça devient limite philosophique. Tu as une autre question, Michael? Non, ça a bien été couvert. Après, plus une petite remarque, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, que
Le projet, et je pense que c'est là où il ne faut pas se tromper, il s'inscrit vraiment sur un maillon de la chaîne, au final assez tôt dans la chaîne, justement, de je veux investir sur un projet. Il y a ce fameux truc de OK, mais comment on me garantit que l'allocation, l'espèce de tokenomics initiale qui m'est proposée, elle sera vraiment respectée. Ensuite, que le token il fasse fois 1000, fois 1 million, que le projet soit sérieux, etc. C'est encore un autre sujet. Mais vraiment, je trouve très intéressant cet aspect-là de si j'investis, si je mets des ronds dans un projet et qu'il est, entre guillemets, sélectionné, je saurais que les 12%, les 15%, les 40%, même si c'est full bot derrière, ça sera respecté. Et ça, en soi, je trouve que ça mange pas de pain. Ok. Très intéressant. Alors, j'ai été me balader un peu sur le compte Twitter, parce qu'on a l'avantage d'avoir un projet qui a une toute petite maturité, parce que vous avez déjà communiqué, etc. Alors, il y a évidemment des axes d'amélioration importants, notamment sur la DA et tout ça. Et ça, c'est important parce que vous vous présentez jamais deux fois à la communauté. Vous avez qu'une seule fois où vous allez vous présenter. Et là, pour le coup, c'est vrai que parfois, les fondateurs ont tendance à aller vite en disant, bon, allez, il faut qu'on ouvre le compte Twitter. Et après, c'est pas grave. La DA, on la revera plus tard. Le branding, le wording, c'est pas très grave. Il faut qu'on se présente. Moi, je pense qu'au contraire, mieux vaut passer une semaine ou deux. Avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, on peut faire des choses formidables et qui coûtent zéro très facilement. Travailler son wording, travailler sa DA. Et dès qu'on est prêt, tu sais, on se marie jamais deux fois. Enfin, c'est ce qu'on aimerait. Et donc, la robe de mariée, c'est une fois dans sa vie. Donc, on prend son temps de la choisir. Bah, c'est un peu pareil, tu vois, quand tu vas te présenter, que tu vas créer ton compte Twitter, qui va être la vitrine de ta boutique, finalement. Et puis, même si à l'intérieur, les produits sont géniaux, si la boutique n'est pas formidable, on ne rentre pas. Donc, sur ça, pour le coup, il y a des petits axes d'amélioration sur le compte Twitter. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a un peu de travail à faire là-dessus. Le deuxième élément, c'est quand même quelque chose qui est très d'actualité, c'est que Pop.Fun a souffert d'une réputation très compliquée ces derniers mois, notamment à cause des dérives liées au stream, également au fait que 99% des gens perdent de l'argent parce que la plupart des coins qui sont lancés sont des rugs. C'est la base de votre proposition de valeur, mais attention parce que Pop.Fun, c'est votre concurrent, mais c'est aussi sans doute celui chez qui vous allez aller chercher du business, les déçus. Et donc, pour le coup, parfois, taper la concurrence et se positionner comme l'anti quelque chose, c'est pas forcément la meilleure des façons. Au contraire, ça peut même se retourner contre vous. J'ajoute à cela que Pop.Fun est en train d'essayer de redorer son image. Hier, ils annonçaient 50% de redistribution des fees aux créateurs de tokens. Ouais. Donc, pour le coup, plus le lancement pour concurrencer Redium d'un DEX. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la réputation, tu sais, ça prend énormément de temps, ça peut se perdre du jour au lendemain, mais ça peut aussi se regagner, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, attention peut-être aussi à ne pas vous inscrire dans l'anti, mais plutôt dans une alternative avec une éthique différente, avec des objectifs différents, parce que sinon, vous ne ferez pas long feu face à un Pop.Fun qui a une trésorerie en centaines de millions et qui a quand même une place importante. D'ailleurs, en termes d'exit, on n'est pas à l'abri que demain, Pop.Fun décide d'ouvrir une business unit, une activité plus éthique pour ceux qui le veulent, et de garder le côté un peu dégène pour les autres. Et là, il y a peut-être une place à jouer, tu vois. Donc voilà, réfléchissez peut-être de stratégie à plus long terme, plutôt que d'arriver en disant Pop.Fun, c'est nul, nous, on est mieux. Je vulgarise, évidemment. Non, mais je suis d'accord. En termes de business, c'est important, surtout qu'il y a un tribalisme dans le Web3, et notamment sur Solana, qui fait la force de la communauté, et que tu ne peux pas taper sur celui qui crée le plus de valeur sur une blockchain. C'est compliqué. Ou alors, tu as intérêt d'être solide derrière. Voilà. Ça, c'est vraiment en termes de stratégie, j'allais dire marketing. Sinon, à part ça, sur la proposition de valeur, sur les différentes mécaniques, on est encore au début, évidemment. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Et surtout, le pitch est très carré. Même si je pense qu'au niveau de la DA, parfois, faire plus simple, c'est mieux. J'ai vu des slides où il y a trop d'infos. Un pitch deck, ce n'est pas fait pour donner trop d'infos. Au contraire, c'est une slide, une info. Tu vois, il faut peut-être simplifier un peu tout ça pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais bon, je pinaille, mais parce que le projet a du potentiel, en tout cas de mon point de vue. Bravo. En tout cas, c'est Alexandre, c'est ça. Tout, et comme le disait
Daniel, on peut le rappeler, hein, c'est que tu as dû faire ça un peu à la dernière minute, hein, parce que voilà. Oui, et puis juste un élément de contexte pour ceux qui n'ont pas été sur le compte X. On fait ça dans le cadre du hackathon Colosseum, donc qui se termine cette semaine, et c'est pour ça que le temps a été réduit. Ils insistent sur le début de traction qu'on doit avoir, et c'est difficile de trouver des profils marketing. On est 3 devs et on n'a pas réussi à trouver de profil market pour nous aider. Donc c'est vrai que c'est pas notre point fort, mais voilà, on recherche toujours du soutien sur cette partie. Jérém, il cherche un papa, t'as vu? Papa là. En tout cas, on peut en discuter si tu veux, mais c'est vrai que d'ailleurs ça pose un vrai sujet qui est intéressant. C'est vrai que la plupart des gens qui sortent des projets sont soit des profils financiers, soit des profils développeurs, donc des profils techniques. Et c'est vrai que souvent, dans une équipe, il manque le marketeur. Or, et c'est la tristesse et l'ingratitude de notre secteur, c'est que tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu le vends mal, personne ne l'achètera et tu vas mourir avec. Pardon, hein, mais c'est comme ça. Et donc, pour le coup, Alexandre, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Si tu gagnes, tu gagneras 1 mois d'accompagnement et je me donnerai à fond pour t'accompagner. Puis si tu ne gagnes pas, dans tous les cas, je te filerai quelques tips avec grand plaisir. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Alexandre. Tu restes avec nous. On va recevoir notre dernier pitcher du jour. Je t'invite, s'il te plaît, à désactiver ton partage. Voilà, parfait. Super, nickel. Parfait. À tout à l'heure, Alexandre. Merci. Allez, c'est parti pour le dernier pitcher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a une bonne session. Hein. Pour le coup, les propositions de valeur sont pas mal et ça change du crowdfunding parce qu'on a eu des projets crowdfunding on-chain. Là, on n'en a pas un seul. On rajoute une blacklist en fait. Vous n'avez plus le droit de faire de projets sur blacklist. D'ailleurs, un filtre à l'entrée. Face à Marwan qui s'est occupé de l'organisation. Marwan Madani fait partie de l'équipe d'Alira. On ne l'a pas ménagé parce que jusqu'au bout, on lui a demandé et il a fallu qu'il fasse des allers-retours avec les projets pour nous trouver 3 projets intéressants et intéressés. Parce que certains, tu sais, ils disent OK, puis à la dernière minute, ils te disent finalement, je ne le fais pas. Je peux comprendre, c'est leur droit. Il y a un petit côté oxygène aussi de se dire merde, c'est en direct, il y aura du monde et tout. Voilà. Il y a aussi un petit côté oxygène. C'est comme exercice. Hein. Ouais, mais en tout cas, là, pour le coup, tu vois, on a des entrepreneurs en devenir, en tout cas, qui ont compris l'intérêt de savoir se présenter. Et puis là, c'est hyper bienveillant. Il n'y a rien à perdre, entre guillemets, je pense, en tout cas. Allez, c'est parti pour le dernier pitcher. C'est le tour de Florent, avec un fond très sombre. J'espère que son fond est plus lumineux. Salut Florent, comment tu vas? Salut. Un peu de pression après ce qui s'est passé juste avant. Hein. Et puis toutes les louanges faites de... Ça s'est bien passé. Pourquoi la pression? Oui, parce que moi je suis pas encore passé, donc. On est là pour vous faire progresser et surtout pas l'inverse. Donc même si c'est pas parfait, d'ailleurs ce sera pas parfait, c'est normal. Tu vas repartir avec plein d'insights, plein de feedback qui vont te permettre d'être, j'espère en tout cas, encore meilleur demain. Est-ce que tu as des questions sur le format ou est-ce que c'est clair pour toi? Pour l'instant, ça m'a l'air clair. Tu veux partager ton écran ou pas du tout? Ouais, je suis en train d'essayer de chercher. Alors, il y a un petit écran avec une flèche vers le haut que tu vas trouver en bas, un petit bouton, et tu vas pouvoir partager le document que tu souhaites partager. En attendant, pendant qu'on règle ce petit aléa technique, hein, j'invite évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, activer la cloche, partager, commenter, poser vos questions. Ça nous donne de la force et c'est très important pour nous. Alors, Florent, c'est bon, le partage est en cours et on a un effort aussi sur l'ADA. Hein. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour le coup, déjà, Florent, bravo pour ça. Je te laisse le micro à 5 minutes. Merci. Voilà, nous, on revient un peu aux sources de la crypto. Parce que la crypto a été créée pour redonner la souveraineté aux individus. Et donc, elle révolutionne tous les plans de la finance, mais on voit qu'aujourd'hui, son principal usage, c'est les stablecoins, qui sont arrimés des monnaies fiat, souvent très centralisées. Et les tensions politiques et économiques actuelles remettent en cause l'aspect stable des fiat et donc par contagion des stablecoins. Donc l'or, qui est une valeur universelle, historique, etc., sur laquelle Daniel leur prend beaucoup à raconter, semble une solution assez naturelle. Toutefois, aujourd'hui, ça coûte cher à utiliser, c'est peu pratique. Faut le stocker, les dénominations sont pas fractionnables, la qualité peut être variable, etc.
Donc il y a de l'or tokenisé qui est apparu, mais qui là aussi s'appuie sur des dépositaires centraux, donc qui ont le contrôle des avoirs et qui doivent recouvrir tous les coûts de stockage et d'opération, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une solution qui serait vraiment décentralisée, d'or numérique, mais dont la valeur soit, soit sûre. Hop. Et donc voilà, c'est ce que nous construisons avec CyberGold. Donc collectivement, nous avons 60 ans d'expérience en finance, en développement, en excellence opérationnelle, pas beaucoup en marketing, donc on reviendra là-dessus peut-être plus tard. Voilà, et donc CyberGold permet de minter un actif synthétique, le SIG, de manière complètement décentralisée, surcollatéralisée par du sol en liquid staking et s'appuyant sur un oracle pour avoir un vrai prix de marché. Concrètement, comment ça marche? Le token est collatéralisé par du sol stacké. Il est surcollatéralisé car des prêteurs de collatéral fournissent un surcollatéral en échange d'une exposition à leveragée. Voilà. Et donc, quand on veut minter, donc, il y a ceux qui achètent l'échange contre le voient comme un swap, ce qui augmente le collatéral localement et augmente la partie loquée du surcollatéral. Voilà. Donc, tout ça est dirigé par une DAO, sinon on ne serait pas vraiment décentralisé, qui pilote le protocole et qui pilote le fonctionnement aussi des revenus. Donc concrètement, les expositions directes des opérateurs, donc les providers de collatéral, ont un leverage sur leur exposition. Quand il y a besoin de liquidation, le liquidateur a un liquidation reward, ça c'est les fonctionnements de base. Et donc après, il y a les flux plus pilotables du sujet. Donc là, l'utilisation du protocole avec les fees de burn, de mint, etc. se déverse dans le protocole. Le staking dit collatéral permet aussi d'alimenter ces flux qui sont ensuite redistribués entre les participants de la DAO, histoire de motiver à être actifs et vraiment embarquer dans une gouvernance. Encore une fois, pour nous, c'est très important. Les incentives vis-à-vis des providers de collatéral, éventuellement du yield vis-à-vis des utilisateurs, ce qui permet de compenser une partie des fees pour ceux qui ne sont pas de comportement toxique et qui sont là pour longtemps. Et puis éventuellement d'autres incentives sur d'autres, par des pools liquidités ou des choses comme ça, selon la dynamique et les besoins que la DAO identifie. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en train de construire les bases. Voilà, donc on cherche des utilisateurs motivés pour un peu tester nos idées, parce qu'entre nous, on est très motivés, mais voilà, des vrais utilisateurs, c'est bien. Et donc suite au breakout à l'IRA, on est aussi sur le hackathon Colosseum. Aujourd'hui, on est concentré sur le produit, on commence à communiquer, on a ouvert un compte Twitter, bon, il n'y a pas grand-chose dessus, on est en train de se lancer. Et voilà, on a quand même un certain nombre d'objectifs assez ambitieux pour que fin d'année, on commence à avoir des choses qui commencent vraiment à voler. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des use cases qui s'adaptent, qui pourraient être intéressés par là. Si vous avez des protocoles DeFi qui aimeraient sortir du dollar, qui aimeraient voir comment on s'appuie sur des valeurs qui ont un historique et une market cap quand même conséquente. Et puis voilà, mais merci pour votre attention. Eh ben c'est nickel, t'es en avance. T'en as bien sorti, hein. Mais c'est très bien, t'es en avance en plus. Alors hop, attends, on va dégager le partage d'écran. Merci Florent, merci beaucoup. Qui veut commencer? Je vais commencer rapidement. C'est une question, alors c'est une question un peu bateau, mais je pense que plus le temps passe, plus elle va commencer à devenir intéressante. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous interroger sur l'aspect réglementaire juridique de comment je déclare en fait ce genre de choses dès qu'on touche sur ce genre de protocole? C'est quoi l'état de l'art actuellement? À quoi les gens doivent s'attendre? Alors, oui, on a commencé à le regarder. On a un point avec des avocats la semaine prochaine. D'accord. Parce que là, on était concentré sur le produit. On a eu quelques discussions. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de complètement décentralisé. Donc, ce serait opéré probablement comme une fondation suisse. Il y a aussi des options sur les Émirats ou sur le Delaware qui ont des fonctionnements de DAO. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas creusé autant qu'on voudrait le faire, mais on voulait d'abord être sûr que le produit fonctionne, que c'était faisable. Bien sûr.
Mais effectivement, l'objectif, c'est d'avoir une DAO, de ne pas avoir un émetteur. Et là, la fondation suisse marche assez bien. Voilà, donc tout ce qui est Angle D'accord. Protocol, les choses comme ça sont des inspirations. D'accord. Alors, question qui a été posée par le chat, donc je me permets, Gérald, de la poser, parce que j'allais la poser justement. Il y a, enfin, le stable synthétique tokenisé sur de l'or, ça existe déjà, il y a Paxos Gold. Ça va Paxos, c'est pas synthétique. Non, mais je veux dire, les gens vont faire le rapprochement, comme moi je le fais assez souvent. Ça va être une question qui va te poser. Quelle est ta réponse classique pour dire quelle est ta valeur ajoutée par rapport à ça? Ouais, c'est là-dessus, enfin, c'est ça qu'on est parti. En fait, il y a deux choses. Il y a un côté qui est la valeur, je dirais, éthique, côté cypherpunk, etc., ou Paxos, ou Tether Gold, enfin, la plupart de ces choses-là, il y a un coffre, il y a quelqu'un qui a les clés du coffre, c'est pas tes clés. Donc, note turquoise, etc. Voilà. Donc, Ouais. il y a ce côté-là, qui, on va dire, sur la valeur philosophique. Et après, sur la valeur plus monétaire, manipuler de l'or, ça coûte cher. Faut le stocker, faut le manipuler. Tous ces opérateurs-là, en fait, dans leurs frais de mint ou de burn, ils te disent on prend pas grand-chose, mais en fait, il y a des frais de broker qui sont ajoutés dedans, il y a des frais de marché, etc. Donc, il y a tout un côté de coût que nous ne supportons pas par le côté synthétique, et donc qui peut être redistribué. Plus le fait qu'on s'appuie sur des cryptos de premier plan stackés, donc qui génèrent un yield, qui peut aussi se redistribuer. Donc l'idée à terme, c'est d'avoir quelque part de l'or avec un yield. Ce sera jamais un yield énorme, hein, probablement, Oui, bien sûr. mais ce qui permet de couvrir un certain nombre de coûts, et typiquement, ça peut couvrir des coûts d'infrastructure, des coûts de transfert, des choses comme ça. Ok. Une dernière question et après je passe la parole à mes camarades, puisqu'effectivement il y a une véritable valeur ajoutée par rapport effectivement au côté décentralisation, par rapport au côté un peu cypherkist. Pourquoi ne pas appeler ça le cypher gold plutôt que le cyber gold? Voilà, je ferme là-dessus et je donne la parole à Michael. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est plus compréhensible CyberGold que CypherGold. Voilà, je pensais juste que voilà. Bah, moi, dès que je vois safe quelque part, c'est gros red flag. Hein. Bref, c'est un autre problème. À l'origine, à un moment, on voulait l'appeler CyberGold, Lore Cypherpunk. Mais bon, pareil, c'est un peu niche. Non, bah du coup, merci beaucoup. Je trouve que tu t'es bien débrouillé. Donc, on dit jamais 203. Bah, effectivement, on a une troisième belle présentation avec un sujet, ma foi, tout autant intéressant. Alors, il y a des questions qui ont été prises, donc je vais enchaîner sur les autres. Je vais revenir peut-être sur cet aspect DAO qui, à mon sens, est aussi une grosse on va dire proposition de valeur, en tout cas esprit de fonctionnement qui est vraiment de jouer la carte, de ce que j'ai compris, de la décentralisation et, on va dire, de la gouvernance décentralisée. Est-ce que tu peux revenir en quelques mots un peu plus sur cet esprit de DAO dans votre conception, qu'est-ce qu'elle est censée faire, qu'est-ce qu'elle est potentiellement censée ne pas faire? Et je radote un peu là-dessus. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des mécanismes qui permettraient d'éviter trop simplement, trop facilement et dès le départ qu'une entité X puisse prendre le contrôle de cette DAO? Alors, ça dépend à quel horizon de temps tu regardes. Aujourd'hui, on est Celui que tu veux. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on est concentré sur le fait d'avoir un produit qui fonctionne, d'essayer de trouver après avoir trouvé les sources de liquidité pour commencer à alimenter la machine. Voilà, donc la DAO, d'abord, à quoi elle sert? Là aussi, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément qui est ajuster tous les paramètres. C'est quoi les niveaux de burn, enfin les fees sur le burn, comment se répartissent les revenus. Voilà, quelque part la tuyauterie entre guillemets classique. Quel niveau de leverage on accepte individuellement pour les liquidity providers et collectivement sur le protocole. Parce que si on arrive à un leverage trop élevé, à un moment on ne peut pas encaisser beaucoup des mouvements de marché trop conséquents. Voilà, donc il y a tout ce côté-là quelque part avec juste ce qu'on a là sous le nez. La deuxième chose, c'est à quoi est-ce qu'on l'étend? Parce qu'on commence avec du sol stacké, avec la formation Alira, enfin le breakout, la Alira Solana, et aujourd'hui Colosseum, on est forcément concentré sur Solana. Il y a d'autres
actifs de qualité qui peuvent amener d'un yield, qui pourront être amenés. Donc on a une structure aussi qui est très modulaire, pour pouvoir faire des pools différents qui faudrait de la même manière. Donc là, il y a toute une côté, encore une fois, comme les Angle, les FX, etc., tous ces logiques-là. Qu'est-ce qu'on accepte de mettre dedans, comment on pilote le risque, il y a tout ce côté-là. Il y a tout le côté aussi incentive, pour incentiver à des pools de liquidité, pour incentiver à voter sur des protocoles. Voilà, la DAO serait pour nous en charge de tout ça. Ensuite, comment on évite qu'elle soit captée. C'est pas forcément le sujet qu'on a aussi le plus penché, mais pour nous, il faut déjà qu'au moment du lancement, il y aura entre guillemets un tour de table de est-ce qu'il y a des protocoles qui veulent se baser sur de l'or plutôt que du dollar, qui peut être intéressé à participer et qui aurait naturellement voix au chapitre. On pensait aussi distribuer le jeton de gouvernance en reward pour les acteurs impliqués, donc typiquement les providers de liquidité ou les utilisateurs de SIG qui le garderaient un certain temps. Et dans ces mécanismes de distribution, effectivement, l'idée c'est de s'assurer que ça puisse pas être trop facilement capté à ce niveau-là. Ok. J'entends, effectivement, c'est des sujets qui de toute façon sont aussi hyper épineux, mais c'est quand même bien de l'avoir à l'esprit dès le départ parce que on souhaite un produit déjà qui fonctionne, mais il ne pourra fonctionner que si justement il n'est pas capté dès le départ. Il serait un peu morné au final votre projet. Donc c'est pour ça, vu que vous mettez une importance, à mon sens, hein, c'est comme ça que je le perçois, très forte sur cet aspect décentralisation et communautaire. Du coup, il faut faire hyper gaffe justement au contre-coup de cette manière de faire par rapport à une centralisation. Bon, je pense que j'ai posé en plus une question à tiroir, donc je vais laisser Jérém pour la suite. Merci en tout cas. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est votre stratégie go-to-market. Je pense que le sujet de l'or comme réserve de valeur est un sujet qui s'impose de plus en plus aux institutionnels, aux États, aux particuliers aussi. On voit l'or ne cesse de dépasser ses ATH parce que la prise de conscience des limites des monnaies fiat commence à s'imposer à tout le monde. Et donc, ça devient un vrai sujet. Ma question, c'est quelle est votre stratégie? Est-ce que c'est plutôt d'aller taper du particulier? Est-ce que c'est plutôt d'aller taper à la porte des institutionnels? Est-ce que c'est taper à la porte des protocoles qui ont besoin de backer, par exemple les stablecoins, tu vois, ils ont besoin de se backer, donc ils pourraient se backer avec de l'or. Mais on sait aussi que l'or, on a un problème. L'or papier, c'est-à-dire les produits financiers indexés sur l'or ne sont pas du tout fiables, puisqu'on constate qu'il y a, je crois, que 10% de l'or papier est vraiment baqué par du vrai or. En gros, on sait qu'il y a une once d'or, elle est détenue par des centaines de personnes. Okay, le volume est celui-ci. Tu apportes une réponse à ces choses-là, par exemple, mais comment est-ce que toi, tu appréhendes justement vraiment la stratégie business? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis. Il y a des choses on a réfléchi, sur des choses on est plus ou moins sec. Voilà, pour l'instant, encore une fois, là, on est très orienté. On va avoir un truc qui marche pour pouvoir tu vois, qui commence à être qui sont un peu plus que quelques dessins sur un papier. Mais oui, alors l'institutionnel, c'est pas notre première cible. Parce qu'il faut avoir un peu fait ses preuves pour ça, et puis parce que eux, la partie centralisée, ça les dérange pas. Et tant que les Paxos, les Tethergold sont en croissance, ils prennent très peu de frais ils prennent pas de frais aujourd'hui sur le fonctionnement, donc leur coût de stockage, ils les épongent par le marché primaire. Parce qu'après, on peut en discuter ce que la viabilité du truc, mais voilà. Donc point décisionnel, aller sur un Tether, aller sur un Paxos, c'est assez simple. En plus, il y a tout l'historique, etc. Voilà. Maintenant, notre cible, c'est en fait, aujourd'hui, on a deux visions, et donc voilà, pour l'instant, on cherche des contacts pour essayer de les travailler. Enfin, 2,5, je dirais. La première, c'est effectivement des protocoles
qui voudraient se séparer un peu du dollar, et on pense à tout ce qui va servir à des logiques de remittance, puisque les pays émergents ont des devises qui sont compliquées et leur relation avec le dollar est devient aussi compliquée. Pour que tout le monde comprenne, hein, c'est les paiements transfrontaliers, en général des pays développés vers les pays en voie de développement, typiquement du nord vers le sud, pour simplifier. Voilà. Et donc, les gens qui utilisent stablecoin pour ça commencent à chercher à faire un peu de deal dessus. Donc là, voilà, on pense qu'il y a des protocoles qui pourraient être intéressés par travailler ensemble. Et donc voilà, il y a ce côté-là. Et la deuxième partie, c'est effectivement les particuliers en logique de stockage de valeur. C'est-à-dire s'exposer sur de l'or avec potentiellement du yield dessus, c'est comme une proposition qui est intéressante, qui rejoint ce qu'on se disait sur le problématique des fiat qui sont volatiles et puis qui se déprécient de plus en plus vite. Donc pour l'instant, c'est ces deux focus, et j'ai 2,5, parce que l'autre élément qu'on a, c'est que les liquidity providers sont exposés en levier sur ce qui s'amène en collatéral, mais quelque part, ils sont short or. Et donc quelqu'un qui est nativement exposé à l'or, soit parce qu'il a une solution déjà qui est basée sur l'or, parce qu'il a de l'or physique, parce qu'il est industriellement, il travaille avec, pour être intéressé pour avoir ce hedgé par une solution comme ça. Voilà. On OK. a quelques pistes là-dessus, mais voilà, ça c'est un peu plus, c'est un peu moins solide comme piste, mais potentiellement ça pourrait être intéressant. Je vois. OK, alors bon, dernier petit point et peut-être un point sur lequel, il faut se pencher, c'est effectivement le branding. Parce que Cybergold, tu te doutes bien que ça existe déjà, c'est sans doute déposé, 1000 fois, donc c'est pas très différenciant. On va même dire que c'est quand même très figuratif, l'or, cyber. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance où le branding va plutôt inspirer des valeurs que plutôt de présenter un produit. Donc voilà, peut-être qu'il y aurait besoin sans doute de chercher un petit peu plus loin à ce niveau-là. Mais bon, voilà, on est sans doute au départ et qu'il fallait bien trouver un nom. Et voilà. Et en tout cas, ça dit ce que ça fait. Ça ne dit pas ce que ça inspire, mais ça dit ce que ça fait. On va dire que c'est déjà un bon début. Mais voilà, il y a un petit peu de travail à faire là-dessus. Bravo, en tout cas, hein, tu vois, ça s'est très bien passé, au moins aussi bien que les deux autres. Tu as eu peur pour rien, Florent. Peur est un grand mot, mais oui, non, c'est. Voilà. C'était Je la veux juste première revenir, fois que tu si on a présentais. une minute, Ah, je voulais bien sûr. revenir sur Vas-y. le. Pardon? Non, non, vas-y, je t'en prie. Ouais, je vais revenir sur l'aspect de l'oracle et du PEG, parce que j'ai vu passer le message dans le. Non, j'ai perdu la fenêtre. J'ai vu passer le message dans les chats. En fait, nous, on s'appuie sur des oracles, en l'occurrence PIS, qui prennent des flux qui viennent des plus grands marchés, puisque l'or est coté. Voilà, c'est une des assets classes qui a le plus de volume. Donc il y a des prix qui sont assez solides là-dessus. Alors c'est un prix contre le dollar, mais suivant le Solana, enfin le Sol, contre le dollar, on le trouve aussi. Donc en croisant les deux, on a un prix qui s'appuie sur les marchés les plus costauds. Et tu disais, entre le marché de l'or, enfin entre l'or physique et l'or papier, il y a des ratios qui sont conséquents. Oui, en fait, mais le prix de marché, c'est un prix qui couvre tout ça. De la manière, quand on parle de dollar, on ne fait pas la différence entre le dollar de la Banque centrale américaine, le dollar commercial ou le dollar complètement crédit. Voilà, donc après, on peut creuser plus loin, mais c'est des éléments, c'était ces éléments sur lesquels on a passé pas mal de temps. OK, très clair. Bien, merci en tout cas à toi, Florent. Je vais lancer le sondage sur le compte Twitter. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans les commentaires pour que vous le trouviez facilement. Alors, laissez-moi une petite seconde pour le faire. La question, quel est votre pitch préféré? On va davantage voter pour le pitch que pour le projet d'ailleurs, puisqu'ils ont des stades de maturité qui sont un peu différents. Mais surtout, voilà, sur le pitch, lequel avez-vous le plus apprécié? Aidez-moi les amis, le premier, c'était qui?
C'était Smart Deposit. non? Ouais, c'est ça, exactement. Hop, alors, hop, on y va, on va mettre 10 minutes. Alors, hop, Smart Deposit. Le deuxième, c'est NoRug, c'est ça? Norog, ouais, c'est ça. NoRug. Excusez-moi si je ne l'écris pas bien, hein, m'en voulez pas. Et le troisième, Norog.fun. ouais, c'est ça, mais d'ailleurs, ça, c'est un autre sujet, mais bon, on y reviendra plus tard. Ok, on y va. Et le dernier, c'est CyberGold, hein, c'est bien ça? C'est ça. Allez, super. Après, Hop. moi, je préfère ça que nofun.rug, hein, personnellement. Je pense que ça peut être quand même assez drôle. Hop, je vous mets le lien dans les commentaires. Les jurés aussi, vous pouvez aller voter. Hein. N'hésitez pas à aller voter. Hop, on y va. Il est en commentaire. D'ailleurs, je vais. Voilà. Normalement, vous l'avez. On a 9 minutes. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais te libérer, Florent, d'abord, pour que tu puisses prendre un petit verre d'eau, un petit café. Et nous, pendant ce temps-là, on va rester tous les trois, les amis. Et on va, voilà. Alors, peut-être, allez, Daniel, d'abord, pour commencer. Qu'est-ce que tu as trouvé de cette petite flopée? Et lequel a ta préférence? Ah, je dois dire parmi mes enfants lequel je préfère. T'as envie qu'on se fâche en famille. C'est difficile parce que les 3 projets sont bons et ne touchent pas les mêmes choses. Moi, j'ai beaucoup aimé Smart Deposit pour le côté, on va dire, remettre l'équilibre entre les proprios et les locataires. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être proprio, mais ça n'a pas été longtemps. Enfin, pendant très longtemps, j'étais locataire et il y a un rapport de force qui n'est pas toujours simple, même en France. Le no-rug, j'aime beaucoup parce que il ouvre, enfin, je trouve qu'il est plus intéressant parce qu'il y a des problématiques de réputation, il y a tellement d'attaques de cibles. Enfin, pour moi, il est beaucoup plus intéressant. Si je devais travailler sur un projet, je préférerais travailler sur celui du milieu parce que intellectuellement, je trouve très théorie des jeux. Et le dernier, il a des valeurs cypherpunk que j'aime beaucoup. La décentralisation de l'or, c'est bon, ça existe déjà, c'est Bitcoin, mais c'est bien. Donc il y a mon cœur qui va dans un côté, mon cerveau qui va au milieu et ma morale qui va au premier. Voilà, comme ça je réponds pas. Je te laisse avec ça. Mais j'ai voté sur Twitter. Voilà. Ouais, mais Daniel, donc c'est qui ton projet préféré? Ah, le salaud. On n'a pas compris. Allez, Norog. Ok, c'est le côté dégène de Daniel. C'est côté théorie des jeux et j'aime bien jouer à ça. Ok, voilà, et ben très bien. Michael. Ouais, moi, si je devais commencer par la fin, je serais sur Smart Deposit. Pour moi, c'est la narrative qui me parle le plus à ce niveau-là. Et que je trouve, on va dire, pareil, si je devais accompagner un projet, ça serait probablement celle qui m'intéresse le plus à traiter. Parce qu'effectivement, sur mon quotidien, je suis pas sur des trucs de dégène. Et ce côté or ou dédollarisation, etc., moi, c'est actuellement pas un sujet. Donc, en termes de pitch, moi, ce qui m'a touché et comment ça a été amené et construit, moi, c'est vraiment Smart Deposit qui me parle le plus. Après, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, loin de là. Et je rejoins tout à fait des aspects de Daniel. Mais voilà. Moi, si je devais en choisir un où vraiment je peux me projeter quand j'écoute ce qui se passe, quand j'écoute le pitch, c'est Smart Deposit. Ok, très bien. Et ben voilà, c'est courageux. On a le droit aussi d'avoir nos préférences, hein, et elles n'engagent évidemment que nous. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, hein, vous pouvez aller voter directement sur le sondage que j'ai mis. Alors, je vous dis pas où en sont les votes. Hein, on va laisser un petit peu de suspense, mais voilà, il y en a un qui commence un peu à se détacher. Alors, je vais vous donner mon avis. Effectivement, celui qui pour moi a la stratégie go-to-market la plus évidente pour moi, c'est NoRug, parce que le marché est là, parce que l'argent est là, parce qu'il y a effectivement une partie de la communauté sur Solana qui aimerait continuer à gagner de l'argent, à jouer avec de l'argent, mais en limitant quand même un peu les dérives. En revanche, il y a du taf, comme je le disais, sur le positionnement, sur le branding, sur vraiment les supports de légitimité, les arguments d'autorité à mettre en avant en disant voilà, on est legit, on vient faire un truc sérieux. Donc il y a du taf, mais en même temps c'est excitant. Donc ça c'est vraiment pour moi le projet qui a le plus de chances de réussir à court terme. Après, celui qui pour moi répond à un vrai problème IRL et auquel je pense qu'il y aura énormément de barrières à l'entrée. Réglementation, judiciaire, business et réussir à convaincre des acteurs
éducatif, développement aussi pour abstraire complètement la notion de blockchain, etc. Ouais, c'est clairement Smart Deposit, mais ça, c'est plus un truc qui peut éclater dans 2 à 5 ans, le temps que le marché de l'immobilier, qui est quand même un marché assez vieillissant, s'adapte potentiellement à ça. Donc voilà. Cybergold, je suis moins touché personnellement, mais il y a un besoin, mais voilà, je suis moins touché. Donc, si je devais choisir, je dirais Norug, parce que là, il y a un marché qu'il faut l'adresser et que c'est simple. Hein, si Norug ne le fait pas, c'est Pop.fun eux-mêmes qui vont le faire. Tu vois, donc pour le coup, ce serait con de ne pas se positionner là-dessus. Mais bravo à Smart Device qui a trouvé un problème auquel la blockchain apporte une vraie solution. Et là, c'est pas que du marketing, c'est pas ce que j'appelle du blockchain washing, comme on voit souvent. Donc voilà mon avis. Si je devais, d'ailleurs, je peux pas voter. Parce que comme c'est moi qui ai lancé le sondage, voilà, donc je vote en ligne avec vous, je vote pour Norug, et pourtant je suis le mec le moins dégène du monde, mais pragmatiquement, je pense effectivement qu'il y a un marché. Alors, combien de temps il nous reste avant la fin des votes? Il nous reste 4 minutes, 3 maintenant à peu près. Pendant ce temps-là, je rappelle évidemment, et on va remercier le partenaire de cette émission, l'école Blockchain Anira, qui nous permet aussi d'organiser ce genre d'événement. Daniel, tu en es le directeur pédagogique. Allez, tu as 2 petites minutes pour nous dire un petit peu là, cette nouvelle session de formation à laquelle j'ai eu la chance de prendre part lors d'une des premières sessions de formation. Comment tu la sens, là, cette nouvelle formation, Daniel? Bien, la session s'appelle Berners-Lee. Berners-Lee, pour mémoire, c'est le père du protocole de web. Donc je la sens très très bien. Je la sens vraiment très très bien. J'ai très hâte de les revoir. Je les vois tous les lundis, mais je les reverrai la semaine prochaine pour lancer les certifications, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont connaître les règles du jeu, que les groupes vont commencer à se créer. Donc ça veut dire que dans 2 semaines, les groupes sont prêts. Et ça veut dire que dans 2 semaines, ils commencent à aborder en fait la question du sujet, qui est un sujet épineux et compliqué, dont tu vas en valider d'ailleurs l'essence marketing, si j'ose dire, pendant toute une journée. Donc, pendant toute une journée, GRM va avoir une bonne vingtaine, trentaine de projets qui vont comme ça défiler et ils vont essayer en une minute essayer de le convaincre, ce qui est pas pavé d'or. Donc ça, je suis très enthousiaste en fait, je suis toujours très excité. Il y a 3 moments où je suis excité. C'est la rentrée parce qu'ils arrivent et je les rencontre. La deuxième étape qui est effectivement le lancement des certifications, des groupes hybrides, c'est-à-dire des gens qui sont en DeFi qui vont faire les projets avec des devs blockchain, des gens qui sont en consulting IA avec des devs IA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutenance PowerPoint chez Alira. Vous faites un projet qui est déployé, un projet avec un smart compta ou une application IA qui fonctionne, hein, qui a été entraînée. Et donc vous touchez le réel, ce qui fait que quand vous sortez après dans le monde du travail, vous avez l'air un peu moins bête. Et la troisième partie, pendant laquelle je suis très excité, tu le sais aussi bien, c'est les soutenances. Parce que globalement, c'est 40-50 minutes de soutenance. Tous celles et ceux qu'on a vus ici, alors Solana, c'est un peu particulier puisque les formats sont un peu plus rush, mais pour les autres, c'est 40-50 minutes de soutenance chacun, donc c'est hyper sérieux. On a des taux de réussite, c'est exigeant, hein, donc on a des taux de réussite qui vont entre 70 et 80 selon les parcours. N'est pas certifié qui veut. Donc ça, c'est pour moi qui est très important. On peut être dans un monde de dégel, mais on ne fait pas l'éducation de manière dégel. Voilà. Eh ben, écoute, on est en phase là-dessus. Moi, je suis très heureux, en tout cas, de vous accompagner sur 2-3 petites sessions. C'est toujours un plaisir. Toi, Michael, on peut rappeler à ceux qui nous écoutent que tu m'as formé, parce que tu as été mon prof. Je crois que c'était 1 fois par semaine. On avait 2 heures. Tu n'étais pas tout seul, d'ailleurs. Il y avait quelqu'un avec toi. C'était À Gaëtan. l'époque, ouais. Ouais. Non, ouais. Alors, effectivement, moi là-dessus, j'ai eu le plaisir et l'honneur de t'avoir là-dessus. Alors moi, sur une partie de la formation, un point très précis qui, au final, n'est pas sur des aspects technologiques et techniques et sociaux le layer 0 de la blockchain, mais vraiment sur des aspects, alors qui a aussi un petit peu bougé, qui s'est un petit peu transformé, sur des aspects plus de comment ancrer dans la réalité professionnelle justement ce secteur d'activité et sortir un petit peu du je vais me faire un petit machin à la maison, dans le garage, et au final j'y vais advienne que pourra, sans méthodologie, sans structuration, sans rien. Donc effectivement, ça a toujours été aussi un sacré challenge à ce niveau-là, parce que
parfois, on a des personnes qui sont là avant tout pour cet esprit, alors peut-être cypherpunk, blockchain, Web3, DeFi, et qui, quand on leur met en face des aspects de attention, il va falloir avoir une démarche structurée, une méthodologie, parfois ça fait un peu bizarre, mais ce qui, moi, est la meilleure récompense, c'est que la quasi-totalité de ces personnes-là reviennent à la fin avec ce sentiment de « Ok, en fait, il y a besoin de ça absolument pour sortir justement du garage, de chez soi et d'avoir vraiment une plus-value à faire valoir dans le monde professionnel. » Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est ce qu'on essaye aussi de transmettre sur l'autre verticale. Enfin, c'est pas ce qu'on essaye, c'est ce qu'on transmet sur l'autre verticale IA. Excellent. Alors, les votes sont terminés, les amis. Alors, d'abord, on va recevoir les pitchers. Je vais changer le setup pour qu'on puisse voir tout le monde. Voilà, on voit tout le monde. Parfait. Ça va, messieurs? Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va mieux? Très bien, merci. Ça va, c'était cool, non? Ouais, top. Moi, j'ai beaucoup aimé le format. C'était super d'avoir vos avis, vos retours. Ça permet, nous aussi, où on est dans une étape encore très early, finalement, du projet, de s'entraîner à l'oral et à présenter le projet d'une manière un petit peu décontractée, on va dire, comparé à ce qu'on pourrait faire, je pense, dans l'avenir. Donc, ouais, non, c'était super. Très bon format et merci encore pour l'invitation. Top. Ouais, y a juste, si tu me permets, Jérém. Bien sûr. Il y a ce côté-là où je trouve qu'effectivement l'exercice est compliqué. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que les questions qu'on pose, c'est pas du journalisme qu'on pourrait avoir un peu l'habitude, où l'interview, il y a justement les questions qui sont données en avance. C'est cette capacité qu'ils ont eue, je trouve, à répondre et répondre, à mon sens, assez justement aux questions qu'on leur posait, alors qu'ils étaient déjà dans cette complexité de devoir expliquer, de pitcher quelque chose, et en plus de devoir répondre à nos questions et répondre, on va dire, assez justement là-dessus. Donc moi aussi, je tire mon chapeau là-dessus parce que c'est encore moins d'être évident. Ah, mais je te rejoins complètement. Et ça, c'est vrai que c'est le format GM Web3. On n'a jamais les questions à l'avance. Ni les invités, ni les chroniqueurs, Au ni talent. personne. Voilà, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui ai tout à l'avance. Mais non, c'est vrai, bravo les gars, c'est pas un exercice facile. Maintenant, il y a une réalité, avant qu'on annonce le gagnant, c'est que n'importe quel entrepreneur dans le Web3, dans le Web2, il doit savoir pitcher. C'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, vous devez être capable de pitcher votre produit, votre projet, au moins de 5 manières différentes. En 30 secondes, en 5 minutes, en un quart d'heure, en 1 heure, etc. Et à chaque fois, avoir le support, un one-pager, un light paper, un white paper, un pitch deck, etc., qui s'adapte effectivement à votre interlocuteur, que ce soit par le temps qu'il vous accorde ou que ce soit par ce qu'il attend de vous ou ce que vous attendez de lui. Vous allez pitcher pour recruter des gens. Vous allez pitcher pour lever des fonds. Vous allez pitcher pour tisser un partenariat marketing ou commercial. Vous allez pitcher pour onboarder un advisor. Bref, vous allez passer votre temps à pitcher votre projet. Et donc ici, c'est peut-être votre premier pitch, ou votre deuxième, ou votre troisième. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous pitchez, vous devez améliorer effectivement pour la fois d'après, anticiper les objections et être capable d'y répondre, comme vous l'avez d'ailleurs très bien fait ce matin. Et donc cet exercice, c'est juste la réalité de n'importe quel entrepreneur. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est important de s'y préparer. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas tant pour le gagnant, en vérité. C'est plus pour vous donner l'occasion de pitcher face à des personnes qui ont l'habitude soit de pitcher, soit de recevoir des pitchs. Et après que ça puisse vous permettre demain de vous élever et d'être encore meilleur qu'avant l'émission. Alors, le gagnant est Smart Deposit qui gagne avec 65% des voix, Norug 10% et CyberGold 25%. Bravo Eric. Alors, donc Smart Deposit, tu as davantage convaincu l'audience de JM Web3. En soi, je ne suis pas très surpris parce que c'est vrai que nous, chez JM Web3, on n'est pas des traders, on n'est pas des dégènes, on est plutôt centré sur les fondamentaux. Et donc, il n'est pas impossible qu'ils aient trouvé ton projet, Eric, plus palpable, plus tangible et qui réponde davantage. Coupez vos micros, s'il vous plaît, quand vous ne parlez pas parce qu'on entend les bruits ambiants. Mais je vais rapidement passer le micro. Donc, bravo. Alors, les autres, attention, vous êtes loin d'avoir démérité. Loin de là. D'ailleurs, peut-être Eric, bravo, et peut-être tu veux remercier ceux qui ont voté pour toi.
Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'audience pour tous ceux qui ont voté pour Smart Deposit. Je rappelle, parce que du coup, c'est pas que mon projet, hein, il y a aussi Pierre, Fabrice qui sont derrière moi et Tony aussi pour la partie développement. Donc merci beaucoup parce que pour nous, ça signifie beaucoup. On avait déjà eu à la base, ce projet, on l'avait fait vraiment pour Alira, pour la certification. On avait eu des bons retours de l'équipe pédagogique quand on a pitché au tout début du projet, quand on a fait le pitch. Et après, on a eu des bons retours aussi des jurés. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va continuer, on va pousser et voir jusqu'où ça nous mène. Donc là, c'est pareil, c'est une nouvelle étape et ça montre quand même un intérêt de la part de l'audience pour notre solution. Donc non, c'est super cool, très content et merci beaucoup pour cette opportunité en tout cas. Eh ben, bravo à toi et vraiment les autres n'ont pas démérité et vous avez chacun une proposition de valeur qui s'entend, il n'y a pas de bullshit, hein, vous répondez chacun à un problème qui existe réellement. Peut-être Alexandre, tu veux dire un petit mot Un peu comme le précédent, c'est important pour nous d'avoir des feedbacks. C'est un peu difficile à avoir entre on développe et puis on essaye de communiquer. On a créé un Discord, donc on a des premiers retours, mais c'est toujours précieux. Et comme tu dis, j'ai déjà pu pitcher avec Super Team. On va devoir enregistrer un pitch pour la fin du hackathon. Donc voilà, plus on s'exerce, mieux c'est. Et merci pour l'invitation. Ça va toujours beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, on fait je fais en tout cas un gros shoot-out, comme on dit en bon français, à tout ce que fait Super Team pour justement favoriser l'écosystème de builders, accompagner, aider les builders qui souhaitent se lancer sur Solana avec une formation chez Alira, avec des grants, avec des événements dans des châteaux, avec très régulièrement à l'école 42 des événements qui permettent aux builders de venir se rencontrer, se fédérer, se pitcher. Et cet effort que fait Super Team en France, parce que c'est là où je vis, mais ils le font dans le monde entier, et notamment sous la houlette d'Arthur au niveau européen. Arthur, qu'on aime beaucoup dans l'émission, évidemment. Voilà, bravo à eux, et c'est sans doute en partie grâce à eux que des mecs comme vous êtes passés d'un projet d'études à peut-être un projet de vie. Donc voilà, bravo à eux. Florent, pareil, est-ce que tu veux dire un dernier petit mot? Qu'on est qu'au début de l'aventure, donc j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, on aura plein de choses à vous raconter et, et voilà, qu'on a commencé à avoir l'impact qu'on ambitionne. Mais merci pour l'exercice. Non, pardon, je disais, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Florent, à toi et à ton équipe. Bien, messieurs, écoutez, on va vous souhaiter en tout cas plein de belles choses pour la suite. Nous, Eric, on se fait un groupe pour que tu puisses bénéficier justement de cet accompagnement pendant 1 mois. Tu pourras nous solliciter autant que tu veux, dans la limite du raisonnable. Tu te calmes, Eric, hein, je te vois venir. Non, mais voilà, n'hésite pas vraiment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Marwan va nous faire un petit groupe pour faciliter justement les échanges. Et les autres, évidemment, ne vous empêchez pas, bien sûr, de nous envoyer un petit message si vous avez besoin de quoi que ce soit. Même si vous n'avez pas gagné, on va continuer à suivre évidemment de loin vos projets. Je vais vous libérer les 3 pitchers et ensuite on va se diriger vers la fin de l'émission. Encore merci et bravo à vous d'avoir eu le courage. Ce n'est pas un exercice facile et vous en êtes très bien sortis. Salut à tous. Je parle aux pitchers, hein, les roses, vous restez avec moi pour finir l'émission ensemble. Bravo les gars. Alors, hop, on se remet comme ça. Ouais, c'est bien. Bien, messieurs, c'était trop cool. On C'était bien. On n'a pas été déçus. Voilà, on s'attendait à un moment et on l'a eu. Merci, Daniel. Merci, Mickaël, de vous être prêté à l'exercice. Comme d'habitude, très intéressant. Bientôt, un nouveau concours de pitch à la fin de la session en cours, Daniel. Hein, Oui, c'est ça. On fait la fin de session. Alors peut-être, on verra. Mais on avait 4 projets qui étaient prévus et un des projets s'est désisté à la dernière minute parce qu'ils ont eu une opportunité avec un membre du Parlement pour pouvoir pitcher leur projet. Et donc, d'une certaine manière, ça avait lieu à 11h, donc ils ne voulaient pas se prendre la tête. Donc, peut-être que je te mettrai en relation et que la personne pourra venir présenter son projet si tu as un petit creux dans ta planification. Après, je sais très dense. Hein. Comme il a préféré un parlementaire à GM Web3, je l'ai pris très mal hein, quand même. Ah oui, je sais. Ah non, mais par contre, il y a une preuve. Là, on a tu vois, on peut tirer des biais statistiques sociaux de ton audimat. De toute évidence, la majorité de ton audimat est locataire. Voilà, tu vois, là, on a bien senti le truc.
Et ils disent ah mais moi aussi j'ai envie de parce toucher que- des que, fils sur mes- voilà. C'est vrai que le projet est davantage dans l'intérêt du locataire, mais le propriétaire a aussi des avantages, hein. Oui, bien sûr. L'automatisation, les rendements, c'est des problèmes auxquels n'ont pas forcément envie de se confronter les propriétaires. C'est évident. Donc, en vrai, je ne sais pas si ça dit quelque chose de ce niveau-là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont moins dégènes que d'autres, peut-être. Parce que là, c'est vrai que Norug, il aurait pu gagner sans doute si on avait été une communauté fan de Memecoin et de NFT, peut-être. Je ne sais pas. Bien. Michael, merci. Peut-être un dernier mot si tu veux, et comme ça, après, on s'abandonne. Oui, non, mais déjà merci à toi pour avoir co-organisé hein, au final et animé surtout tout ça. Non, ce que je trouve intéressant, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, des années, et c'est peut-être aussi le fruit, un des fruits de la tournure de formation d'Alira, c'est qu'on a vraiment des personnes qui sont en capacité d'expliquer leurs solutions, mais qui sont surtout en capacité d'expliquer le problème, le ou les problèmes auxquels doit répondre cette solution. Et ça, moi, j'ai toujours été catastrophé dans les écosystèmes un peu jeunes. Et la blockchain ne doit plus être considérée comme un écosystème spécialement jeune. C'est qu'on amenait des solutions, mais sans parler, identifier un problème. Ce qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. En tout cas, les personnes qui sortent d'Alira ont bien cette chose en tête. Et ça, c'est vraiment sympa. On est d'accord. Merci beaucoup, messieurs. Je vous libère et on va donc terminer cette émission. Merci, Daniel, et merci, Michael. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner sur nos réseaux, sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, puisque l'émission est retranscrite sur LinkedIn, mais également sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Vous allez pouvoir retrouver l'émission en replay. Je vous souhaite une excellente journée. Demain matin, pas d'émission, puisque je serai à Angers pour l'événement Cube 3. En revanche, on se retrouve jeudi matin pour un NAMA exclusif avec le fondateur de Soul Protocol. Désolé pour les petits bips. C'est en anglais, hein, mais ce sera hyper intéressant. Venez poser vos questions. Il y aura en plus 100 $ à gagner pour les meilleures questions. Voilà. Et puis ensuite, on discutera pendant 1h30, 2 heures avec les acteurs de l'écosystème Multiversix de la narrative que Benjamin, le CEO, continue de chercher depuis des mois. On va l'aider à trouver, hein, parce qu'on dirait qu'il galère. Et puis vendredi matin, nouvelle émission en français, comme aujourd'hui, 10h, 13h à peu près. Et j'aurai le plaisir de recevoir le vice-président de l'ADAN, Laurent Ouvion. Et puis ensuite, on fera une table ronde avec 4 entrepreneurs français de l'écosystème Web3 et on va parler cloud et d'Epine. Donc, si vous avez déjà entendu parler d'Epine, vous savez, ces infrastructures décentralisées, physiques, je ne sais pas quoi, mais vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, venez, on va tout vous expliquer sur les enjeux de la DePIN ou des DePIN liés au cloud et aux ressources qu'on peut partager et gagner des récompenses avec ça. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut à tous!